Je suis professeur de médecine et chef de service ici à Bicêtre d'un service de néphrologie, de dialyse et de transplantation. J'ai été doyen pendant 10 ans de la faculté de médecine Paris-Sud, mais surtout j'ai été président de la conférence nationale des doyens de médecine pendant 5 ans. Et à ce titre-là, j'ai été amené effectivement à bien considérer le jubilé dans sa cinétique, dans son aspect quantitatif et qualitatif. Alors juste un petit mot d'historique. En 1957, l'hôpital public, c'était quoi? C'était l'hospice pour les pauvres, la clinique privée pour les riches, des grands patrons qui étaient même pas mi-temps à l'hôpital, qu'on ne voyait pas, puisque l'après-midi, ils allaient en cabinet de consultation privé. Il n'y avait pas de biologie à l'hôpital, il n'y avait pas de recherche biomédicale. Il suffit simplement de regarder l'évolution de la recherche biomédicale entre 1945 et 1958 pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est de la recherche clinique, mais pas de recherche fondamentale, pas de recherche en biologie. Et ce qui a amené la révolution copernicienne, faite donc par Robert Debré et un ensemble de jeunes Turcs travaillant avec lui, a été d'imaginer en 1958 que cette situation ne pouvait pas perdurer et qu'il fallait donc une grande révolution. Et cette révolution, c'était d'intégrer la pratique médicale dans la recherche et dans l'enseignement. Et autant ça paraît évident maintenant, 50 ans après, autant à l'époque, c'était pas du tout évident. L'enseignement, je le rappelle aussi, était un enseignement au lit du malade. Il n'y avait pas d'enseignement théorique, donc un compagnonnage plutôt qu'un véritable enseignement. Et donc l'invention, entre guillemets, de Robert Debré, qui est apparue dans les ordonnances de décembre 58, a été de mélanger dans le même temps une activité de soins, une activité d'enseignement et une activité de recherche, non pas de façon individuelle pour chacun des praticiens, mais pour une équipe. Et d'autre part, variable dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire 33% d'enseignement, 33% de recherche, 33% de soins, mais sur une vie professionnelle, de faire plus ou moins d'enseignement, plus ou moins de recherche, plus ou moins de soins à un moment donné, et surtout que c'est une équipe qui le fait, une équipe de spécialité, branchée donc sur cette triple mission. Et c'est cette triple mission qui va réaliser le centre hospitalier et universitaire, puisque pour faire cette action-là, il faut qu'il y ait donc une convention de structure signée entre l'université, dans laquelle la représentant est bien sûr l'UFR médical, et l'hôpital. Et l'hôpital qui signe cette convention devient le centre hospitalier universitaire. Mais la convention globale, faculté de médecine, hôpital, s'appelle le centre hospitalier et universitaire, puisque c'est une alliance d'université et d'un hôpital universitaire. Et cette nouvelle conception a complètement changé les pratiques, puisque cet hôpital-hospice que tout le monde détestait, est devenu le phare de la recherche biomédicale, l'endroit où s'installent les unités de recherche, l'endroit où s'installent les facultés de médecine, pour permettre cette triple intrication. Et bien sûr est arrivé ultérieurement, à travers la modernisation des outils pédagogiques, à travers la fantastique amélioration des soins, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans les années 50, nous étions à l'âge de pierre de la thérapeutique. Eh bien, ces 50 années ont amené une révolution totale, non seulement de la pratique médicale vis-à-vis du patient. Le patient, bien sûr, est soigné, mais surtout, il est le premier récipiendaire des recherches et des résultats qui sont retrouvés. Ça ne met plus maintenant 20 ans, 30 ans avant qu'une recherche fondamentale revienne sur le patient dans la clinique, mais au contraire, une cinétique extrêmement courte. Donc le patient est au centre du débat, c'est-à-dire objet de recherche et retour de la recherche. Et c'est là où la pratique a complètement changé, puisque cette praxis-là n'est pas une praxis d'attente, mais au contraire une cinétique très rapide, une cinétique branchée sur la recherche. D'autre part, il n'y a pas de recherche sans enseignement, puisqu'il faut préparer les générations montantes, et que cet enseignement est consubstantiel avec le soin et avec la recherche. Et quand je dis recherche, ce n'est plus que la recherche clinique, mais une recherche d'amont, une recherche fondamentale, et qui est généralement due à l'action à la fois de l'université, mais aussi des établissements publics scientifiques et techniques, que sont par exemple le CNRS, l'INSERM, le CEA et autres organismes participant à cette recherche. Et la dernière chose qui me semble très importante, qui a amené cette révolution de 1958, c'est l'interdisciplinarité. En effet, une grande découverte fondamentale, par exemple l'échographie, qui permet de remplacer les mains, ou au moins d'aider les mains des cliniciens, c'est pas autre chose que la conséquence de la théorie des fractales de mathématiques,
que d'autre part, par exemple, le scanner ou l'IRM ne sont pas autre chose que la mise en musique de l'écho de spin, donc de découvertes physiques fondamentales. Le PET scan, c'est le mélange de la chimie fondamentale, de la physique fondamentale et de la biologie. Donc les grandes découvertes médicales qui ont révolutionné le champ de la médecine ont été des champs d'interdisciplinarité, donc des champs de mélange dans un endroit qui s'appelle l'université, de personnes, de chercheurs qui auparavant n'avaient pas l'habitude de se rencontrer, qui maintenant se rencontrent grâce à la notion de centre hospitalier et universitaire, associant, je répète, l'université dans toutes ses composantes, mais surtout la médecine, et d'autre part l'hôpital public qui réalise en fait sa mission à la fois de soins permanents, il ne faut pas oublier que c'est un soin sur 24 heures, de permanence de soins, mais aussi de recours, d'innovation et de recherche. C'est ça la réforme de 1958. Par exemple, quand je dis recherche, à l'heure actuelle, tout le monde sait que dans des études de phase 2, de phase 3, pour permettre des progrès significatifs, il faut incorporer dans des études 300, 400, 500 malades qui ont telle ou telle pathologie pour montrer que tel ou tel médicament est efficace. Ce n'est plus à l'aune d'un hôpital, 300, 400 malades de cardiologie, ou 3000 malades, ou 30 000 malades. Donc cette recherche maintenant clinique, très souvent, se fait là encore en régional, voire en interrégional, et maintenant en international. Dans ma discipline, pratiquement toutes les grandes études sont des tricontinentales. C'est sur 3 continents, avec 150, 200 équipes qui mettent leurs forces en commun pour aboutir à des résultats qui auraient mis il y a 30 ans, 20 ans pour être publiés, maintenant sont publiés 2 ans après, et permettent un retour immédiat pour les malades de l'innovation qui a été découverte grâce à ces publications-là. Donc c'est un effet d'échelle, tout à fait clairement un effet d'échelle. Quand on regarde les 50 dernières années, on sait que pour la même publication, elle coûte maintenant, et dans le même journal, elle coûte maintenant entre 7 et 10 fois plus cher. Il est évident que les progrès techniques coûtent très cher et que ces progrès techniques ne sont plus peut-être à l'échelle d'une ville, d'une région, mais probablement d'une interrégion. Je prends l'exemple du projet Synchrotron-Soleil sur le plateau d'Orsay, qui est un magnifique outil de démembrement de la matière. Le coût à l'époque en francs était de 4,4 milliards de francs. Il fallait, je crois, aux alentours de 400 techniciens pour le faire tourner. Clairement, cet appareillage à l'échelon mondial n'est plus à l'échelle d'un hôpital, d'un CHU. Donc je crois beaucoup à l'interrégionalité. Cette interrégionalité, c'est la mise en résonance de plusieurs centres hospitaliers et universitaires dans une interrégion. Cette interrégion est une interrégion à l'européenne, c'est-à-dire entre 10 et 12 millions d'habitants. Et dans cette interrégion, un réseau s'installe. Et ce réseau qui s'installe, c'est un réseau de soins, mais aussi un réseau d'enseignement. Les internes, les chefs de clinique, les jeunes en formation peuvent circuler en interrégion pour se former, non plus dans un seul CHU, et que surtout les gros appareillages qui vont coûter de plus en plus cher vont pouvoir être subsidiarisés dans l'interrégion. Et cette interrégion pourra être l'endroit où se fera le très bon enseignement, la très bonne recherche et le très bon soin, et surtout se mettra en compétition européenne. Je le disais, le problème n'est pas de savoir si la PHP, les hôpitaux de Lyon, de Marseille sont mieux ou moins bien que le CHU de Brest, de Clermont-Ferrand, grosso modo différenciant les gros et les petits, mais c'est de savoir si telle ou telle plateforme biomédicale française est au moins aussi efficace et performante que l'axe du Grand Londres, Cambridge-Oxford, l'axe Copenhague, Groningen, Leiden, l'axe Zurich-Munich-Genève, ou l'axe Turin, Milan, Pérouse, etc. C'est comme ça que cela doit être réfléchi, et avec des politiques nationales, internationales et surtout européennes de soins, d'enseignement et de recherche qui restent tout à faire. Car là, à l'échelon européen, pour le moment, malheureusement, on peut le déplorer, il n'y a encore aucun balbutiement d'organisation territoriale européenne à cet échelon-là.